Vous avez été nombreuses et nombreux à découvrir ma chaîne grâce à ma dernière vidéo sur les vélos, leur prix et leur structure. Et je vous souhaite la bienvenue. Cette vidéo a fait l'objet d'énormément de commentaires de votre part et j'ai envie aujourd'hui d'en sélectionner quelques-uns et d'y répondre car ils sont très intéressants. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier l'équipe de production de cette émission sans qui rien ne serait possible. Par exemple Sylvain à la cuisine, à l'épluchage des commentaires et à la préparation du script Sylvain. Équipe technique avec la mise en image, le son également Sylvain. On les remercie beaucoup, n'hésitez pas à les soutenir sur Tipeee, mettez-leur des likes et abonnez-vous. On commence tout de suite par le premier commentaire, commentaire de Pierre Fandre qui nous dit 50 mm maxi de recul de selle G75 ou 75, donc c'est un vélo Bianchi? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Mais Pierre, est-ce que tu es sûr qu'on a regardé la même vidéo? Est-ce que tu avais bu l'apéro avant de mettre ce commentaire? Dis-nous ce qu'il en était, je m'inquiète un peu pour toi mon cher Pierre. Premier commentaire pour lequel j'aimerais vraiment avoir votre avis, c'est quelque chose qu'on entend souvent et j'ai jamais vraiment réussi à me faire un avis sur cette question. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est Julien Arbou qui nous dit « Vous avez oublié un élément important à la fin de la vidéo, même si on a le budget, il faut d'abord avoir un minimum de niveau pour s'acheter un vélo haut de gamme, sinon ça sera plus une enclume, ça reste des machines exigeantes qui demandent à être relancées en permanence. » C'est quelque chose que j'ai entendu souvent à propos d'un Specialized Tarmac, à propos du Factor Ostrovam. Je n'arrive pas à me faire un avis, je ne comprends pas la logique qu'il y a derrière cette réflexion. À moins qu'on parle d'un vélo qui ne vous va pas du tout en termes de géométrie et de taille, je ne vois pas comment ça peut se produire. Alors, bien sûr, les vélos très haut de gamme, de course, de compétition, sont des vélos qui sont plus destinés à des jeunes hommes, souvent très souples, très forts. Du coup, peut-être moins adaptés en termes de position à nous qui sommes des cyclistes plus de loisirs, voire de loisirs sportifs. Mais pour moi, un vélo haut de gamme, du moment qu'il est adapté à votre taille, ne peut pas être plus lent ou plus difficile à emmener qu'un vélo bas de gamme, et ça, peu importe le niveau de la personne. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de ressenti qui viendrait biaiser votre perception de rapidité, peut-être moins d'inertie dans des roues qui seraient plus légères? Si on prend un exemple qui me concerne, j'ai toujours l'impression d'être plus vite sur ce Cannondale Synapse de 2018-2019 avec des pneus de 25 mm de large, pas vraiment de profil aérodynamique. Le rose me semble toujours plus difficile à emmener, plus difficile à relancer et pourtant il va plus vite. C'est les chiffres qui le disent, c'est pas moi, c'est Strava. Prochain commentaire qui m'a beaucoup intéressé et avec lequel je suis réellement d'accord, c'est le commentaire de MC Chic. Ah, freak out! Le fric, c'est chic. MC Chic qui me dit « Sauf si tu fais de la compétition, le plus important, c'est le confort. Donc tu prends à la taille et tu l'essayes avant. Et oui, les pneus, ça change tout et il faut mettre quelques euros de plus. » Alors les pneus, on en a déjà discuté, mais en ce qui concerne le confort, je suis d'accord avec toi, M-Chic. Je dirais que comfort is the new fast, l'exemple que je donne souvent. Il vaut mieux avoir un vélo 30 secondes plus lent après 40 km et ne pas devoir s'arrêter 5 minutes parce qu'on a mal au dos qu'un vélo plus rapide de 30 secondes mais qui nous empêche d'aller longtemps sur de longues distances et qui nous oblige à nous arrêter tout le temps. Prochain commentaire, et là aussi j'adorerais avoir vos retours. Black Conchant 8135 qui dit « Ce qui compte, c'est aussi les matériaux et là, ça change tout. » Et bien là, Black Conchant 8135, je ne sais pas, sincèrement. On va nous dire que le titane est un matériau magique, que ça gomme les vibrations, que c'est quelque chose qui est extrêmement agréable à rouler. On va dire que l'acier est confortable, on va dire que le carbone c'est extrêmement rapide, que l'alu c'est rigide, c'est plus solide, c'est fait pour les critériums.
Je me demande en fait si une bonne partie de ces différences ne se joue pas dans notre esprit. Souvent, il y a 200 ou 300 grammes de différence entre un cadre carbone moyen de gamme et haut de gamme chez, par exemple, Specialized, entre un Specialized et un Raceworks, chez Cannondale, entre un normal et un high mod. Cette différence de 200 ou 300 grammes va parfois jusqu'à doubler le prix du cadre. Je t'avoue qu'il m'arrive de me demander si ces 200 ou 300 grammes et cette matière plus ou moins travaillée sur le cadre va apporter une différence notable. La question que je me pose notamment, c'est est-ce qu'une partie de cet argent qui serait investi dans un cadre beaucoup plus cher ne serait pas mieux investi dans des choses dont on sait qu'elles fonctionnent bien, et en ça, je pense à la position, les vêtements, la nutrition, voire éventuellement l'entraînement. Eddie Vedder. Eddie Evangelos Yanakis qui dit effectivement l'esthétique du cyclisme est clairement un problème. Quand les records de l'or sont tombés coup sur coup, quand un cycliste s'est pointé avec un carénage, l'UCI a interdit les cockpits car le sport est soumis à l'exhibition niveau hiérarchie. On doit pouvoir regarder le corps de l'athlète. Oh oui, on doit pouvoir regarder le corps de l'athlète. Et du coup, on a perdu le plus gros apport de vitesse. Il suffit de voir les vitesses atteintes par les vélos couchés carénés. C'est vrai, je me rappelle m'être fait exploser sur le plat par un vélo couché caréné, alors que je me disais mais purée, mais il est quand même beaucoup plus lourd que moi sur mon petit vélo à 8 kg. Je me suis clairement fait enfumer. Maintenant, je ne sais pas si c'est un problème. C'est un problème, oui, dans le sens où on serait dans une course à toujours aller plus vite ou plus loin pour le même effort. Donc en fait, c'est une question qui touche un pourcentage relativement restreint des cyclistes. Une grande partie des cyclistes ne cherchent pas la performance absolue. Pour ceux qui pratiquent le cycliste sur route, sur des pistes cyclables, dans des environnements ouverts à la circulation, aux promeneurs, aux autres cyclistes plus lents, est-ce que c'est vraiment un inconvénient ou un problème, hein? Si j'ai envie de continuer là-dessus, je dirais bien que tous les sports ont leurs règles. Si on prend la Formule 1, forcément les Formule 1 se ressemblent toutes. Alors on pourrait penser, et ça correspond à un autre commentaire qui a été laissé dans la zone de commentaires de cette production, on pourrait penser que toutes les Formule 1 tendent vers la même forme parce que c'est la meilleure forme qui existe pour aller le plus vite possible. Eh bien c'est pas vrai non plus. La Formule 1 a aussi des règles qui sont là pour faire en sorte qu'une compétitivité existe, qu'une sécurité soit présente, que télévisuellement il y ait une esthétique qui soit cohérente entre les voitures. Est-ce que c'est problématique? Je ne sais pas. En tout cas, sans ce règlement, les Formule 1 iraient beaucoup plus vite. Est-ce que ce serait mieux de regarder la Formule 1 qui irait beaucoup plus vite avec des écuries du coup qui pourraient économiser de l'argent d'un côté, l'investir de l'autre et rendre des voitures très différentes et une course peut-être moins passionnante? Voilà, je me pose la question. En tout cas, je ne sais pas si c'est un problème que ces règles de l'UCI. C'est par contre, comme je disais, une explication sur la forme des cadres qui sont très ressemblants les uns aux autres. On a ensuite Little Evo. Petite Mitsubishi de rallye. Je suis désolé pour cette blague. Little Evo qui met en lumière certains éléments qui distinguent un vélo moyen de gamme d'un vélo haut de gamme. Et j'ai trouvé, Little Evo, ton commentaire vraiment super intéressant. Merci d'avoir pris le temps d'écrire autant de choses si précises et si intéressantes. C'est un long commentaire que je ne vais pas vous lire en détail ici, mais Little Evo pointe différentes choses qui séparent un vélo très haut de gamme d'un vélo moyen de gamme et des choses qui effectivement font du sens. Un exemple, les gains aéro par rapport au vent relatif, c'est clair. Si vous roulez à 30 km/h avec 20 km/h de vent de face, c'est 50 km/h de vent relatif que vous avez dans le nez et forcément les gains aéro sont beaucoup plus importants. Little Evo parle aussi de l'aérodynamisme des roues et de leur réaction au vent latéral. C'est aussi vrai. J'ai aussi eu une paire de roues très désagréable en situation de vent latéral alors que d'autres paires réagissent beaucoup mieux et ça parfois indépendamment de leur hauteur. C'est juste, je suis d'accord avec toi. Et Little Evo nous parle aussi de la réactivité aux relances en disant qu'après 100 relances dans la journée, un vélo à 8,8 kg versus un vélo à 7,2 kg vont faire la différence. Je limiterai peut-être un peu cette analyse-là en disant que si tu fais 100 relances dans la journée, c'est quand même que tu es presque un compétiteur ou un cycliste très passionné, donc tu fais partie d'un plus petit pourcentage des personnes que la différence entre moyen de gamme et haut de gamme affectera plus. Cette différence affectera du coup moins les personnes qui ne relancent pas 100 fois par jour dans leur sortie.
Un dernier point que tu évoques, Little Evo, et avec lequel par contre je ne suis pas d'accord. Tu dis que le DI2 permet de changer de vitesse sous charge et sous pleine puissance, alors que ce ne serait pas le cas avec le 105 mécanique. Là, je ne suis pas d'accord. Hein, les dérailleurs, les plateaux, les cassettes, les pignons sont identiques. En quoi est-ce que ça passerait mieux sous charge en DI2 qu'en mécanique? C'est peut-être plus une question de juste oser tirer sur le câble là où le moteur fait le changement de vitesse sur le DI2. Mais pour moi, le changement de vitesse sous charge ne fait pas de différence entre DI2 et mécanique. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Dites-le moi. Prochain commentaire. Les vélos haut de gamme ont toujours coûté ces prix-là. C'est Bean Eater qui, après avoir mangé quelques haricots, ou quelques pois plutôt, des haricots ou des pois? Et a mangé des légumineuses. Qui nous dit donc, voilà, les vélos haut de gamme ont toujours coûté ces prix-là. En ramenant ça à l'inflation, c'est presque inchangé en fait. Prenez le très haut de gamme du début des années 2000, est-ce que vous croyez que c'était donné? C'est juste les vélos qui étaient vendus autour des 1500 à 2000 € qui ont flambé en fait, mais le très haut de gamme a toujours été comme ça. Eh bien là, j'étais d'abord parti pour vous expliquer que mon Scott Compressing que j'avais acheté en 1998 m'avait coûté 7499 francs français et que remis à l'inflation, c'était difficile de faire une affaire pareille aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans ces détails nostalgiques là, j'ai trouvé un super article sur Matos Vélo qui faisait le calcul. La conclusion de cet article, dont je vous mets le lien en description, c'est effectivement que le prix des vélos n'a pas trop changé, remis à l'inflation, mais il y a deux commentaires qui résument mieux que ce que je l'aurais fait ma pensée. Je vous les mets ici. Ils parlent de comparer le prix de vente d'un vélo au prix d'un SMIC et au pouvoir d'achat. Et pour moi, on voit que les vélos ont drastiquement augmenté et pas juste avec l'inflation. Je vous mets les commentaires là, quelque part. Et enfin, on termine avec le commentaire de Steel Dragon 6775. Vous vous rendez compte qu'il y a des dragons d'acier qui regardent ma vidéo? Je ne savais pas, je pensais qu'il n'y avait que des humains, mais non, il y a des dragons d'acier. Et le dragon d'acier 6665 nous dit faux. Voilà, pas d'accord, faux, faux, faux. J'ai détesté le SL8 et j'ai aimé le TCR. Voilà, on va conclure là-dessus. Ma vidéo, elle était fausse. Ça suffit de dire de la merde, hein? Quand même. Le mec pète ses meubles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous vous serez amusé, j'espère qu'elle vous aura intrigué ou donné envie de réagir. En attendant, rappelez-vous, ce n'est pas en faisant des vidéos sur l'analyse du marché cycliste actuel et sur la critique de l'industrie que je vais pouvoir payer toute cette équipe dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à commenter, à enregistrer ma vidéo dans des playlists. Je vous remets en description le lien vers mon Tipeee. Et pour terminer cette vidéo, tu vas être content, Sergio, je refais l'italien et je vous fais des bachos. Ciao. Non più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, non ci sei tuo giro d'amor.